Quelque chose est en train de se passer en ce moment dans les anciens marchés de l'Iran, quelque chose auquel le régime de Téhéran ne s'était jamais préparé. Les bazars s'embrasent, mais pas au son du commerce, pas dans le chaos familier des acheteurs et des vendeurs, avec l'odeur des épices, du cuir et de l'or. Ils s'embrasent avec quelque chose de beaucoup plus dangereux pour les hommes qui dirigent ce pays, ils s'embrasent dans le silence, des grilles verrouillées, des étals fermés, des couloirs vides, où depuis plus de 1000 ans, le cœur battant de la civilisation iranienne n'a jamais cessé de pulser. Et cette fois, le régime est à court de réponse. Ce qui se déroule actuellement en Iran n'est pas une manifestation, ce n'est pas une émeute. Ce n'est pas le genre de protestation de rue que le corps des gardiens de la révolution islamique sait gérer avec des matraques, des gaz lacrymogènes et des arrestations massives. Ce qui se passe est plus ancien, plus puissant et a déjà fait tomber des gouvernements iraniens par le passé. Les marchands se retirent, les bazaris, colonne vertébrale de l'économie iranienne et, historiquement, courtiers silencieux du pouvoir politique en Iran, retirent leur coopération à un système qu'ils ont passé des décennies à soutenir. Et quand le bazar s'éteint en Iran, l'histoire nous dit que plus rien n'est jamais pareil ensuite. Restez avec moi. Parce que ce qui se passe en ce moment à Téhéran, Tabriz, Ispahan et Mashhad n'est pas seulement une histoire économique. C'est le début de quelque chose que des analystes ayant consacré leur carrière à étudier, l'Iran disent ne jamais avoir vu tout à fait sous cette forme. Pour comprendre pourquoi ce moment est si important, il faut comprendre ce qu'est réellement le bazar iranien, non pas ce qu'il semble être pour un touriste qui traverse ces couloirs de pierre voûtée, non pas ce qu'il semble être sur une carte postale, mais ce qu'il est réellement sur le plan structurel, politique et historique dans l'architecture du pouvoir iranien. Le bazar n'est pas un marché, pas au sens où les Occidentaux comprennent ce terme. C'est une société parallèle, un réseau, un système financier qui fonctionne largement en dehors de la structure bancaire officielle, une toile sociale qui relie des marchands, des religieux, des artisans, des changeurs et des opérateurs politiques dans un réseau d'obligations mutuelles et d'intérêts partagés qui existent depuis des siècles. Les bazaris d'Iran ont financé des révolutions, ils ont brisé des gouvernements, ils ont soutenu des institutions religieuses que l'État lui-même n'aurait pas pu maintenir sans leur appui financier discret. En 1979, lorsque l'ayatollah Khomeini a mené la révolution qui a renversé le Shah, les bazaris figuraient parmi ses soutiens les plus importants. Ils ont fourni l'argent, ils ont fourni les réseaux, ils ont fourni l'infrastructure organisationnelle qui a transformé un mouvement religieux en séisme politique. La République islamique est née en grande partie parce que les marchands des grands bazars d'Iran ont décidé que le programme de modernisation du Shah menaçait leur domination économique, leur statut social et leurs relations avec l'establishment religieux qu'ils soutenaient depuis des générations. C'est le fondement du pacte qui définit la politique iranienne depuis 45 ans. Les bazaris soutiennent le régime clérical protège les bazaris, le système tient tant que les deux camps respectent leur part du marché, mais que se passe-t-il lorsque le régime ne peut plus tenir la sienne? C'est la question qui traverse maintenant les couloirs du pouvoir à Téhéran, parce que l'économie iranienne n'est pas simplement en difficulté, elle n'est pas en récession. Elle ne connaît pas le genre de ralentissement temporaire que les gouvernements peuvent gérer avec les bons leviers politiques. Elle se trouve dans un état d'effondrement contrôlé. Et les marchands des bazars d'Iran ne ressentent pas seulement cet effondrement dans leur marge de profit. Ils le ressentent de façon existentielle. D'une manière qui pousse des hommes dont les familles tiennent le même étal dans le même marché depuis 5 générations à regarder leur livre de compte et à se demander s'il y en aura une 6e. Voici à quoi ressemblent réellement les chiffres, et ce ne sont pas des chiffres que le gouvernement iranien publie volontiers. La monnaie iranienne, le rial, a perdu plus de 90% de sa valeur face au dollar au cours de la dernière décennie. 90%. Cela signifie qu'un marchand qui détient des économies, des stocks ou des créances en rial a vu la valeur réelle de tout ce qu'il possède s'évaporer. Pas lentement, pas d'une façon qui aurait permis de s'adapter, mais par secousses et par chute brutale, sans avertissement, sans laisser le temps de se couvrir. L'inflation en Iran évolue à des niveaux que la plupart des économistes du monde développé qualifieraient d'urgence nationale.
Les chiffres officiels, largement considérés comme sous-estimés, ont placé l'inflation au-dessus de 40% ces dernières années. Les estimations indépendantes et les prix que les Iraniens ordinaires rencontrent réellement dans le bazar suggèrent que le chiffre réel est beaucoup plus élevé pour les biens essentiels, nourriture, médicaments, carburant. Les choses que les gens ne peuvent pas simplement arrêter d'acheter. Et voici ce qui rend ce moment différent de toutes les crises économiques précédentes auxquelles la République islamique a réussi à survivre. Les sanctions ne s'assouplissent pas. L'accord nucléaire qui devait apporter à l'Iran un allègement de la pression économique américaine et européenne ne s'est matérialisé sous aucune forme capable de changer les conditions sur le terrain pour les Iraniens ordinaires ou pour la classe marchande. Les réserves de devises étrangères dont dépend le régime pour gérer le taux de change et financer ses importations essentielles subissent une pression constante. Et les aventures régionales que Téhéran a financées avec des milliards de dollars, le soutien au Hezbollah, au Liban, au Hamas, à Gaza, aux Houthis, au Yémen et à divers groupes de milices en Irak et en Syrie, ont continué de vider le trésor national exactement au moment où cet argent est désespérément nécessaire à la maison. Les bazaris le savent, ils ne sont pas naïfs, ils lisent les signaux économiques avec plus de précision que n'importe quel économiste du gouvernement parce que leurs moyens de subsistance en dépendent. Et ce qu'ils lisent en ce moment leur dit que le régime a fait un choix très clair, très délibéré, financer ses ambitions de politique étrangère aux dépens de l'économie intérieure, privilégier la projection de puissance régionale plutôt que le bien-être du peuple iranien et des marchands qui ont historiquement constitué la base financière de tout le système. Ce choix a des conséquences, et ces conséquences arrivent maintenant, mais c'est ici que les choses prennent un tournant sérieux. Parce que la fermeture des bazars ne se produit pas dans l'isolement. Elle se produit en parallèle avec autre chose, quelque chose que le régime trouve encore plus troublant que les marchands qui ferment leurs boutiques. Les femmes sont encore dans les rues. Depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, tuée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument mal porté son hijab, l'Iran traverse une transformation sociale qu'aucune répression gouvernementale n'a réussi à renverser complètement. Des milliers de personnes ont été arrêtées dans les mois qui ont suivi la mort d'Amini. Des centaines ont été tués par les forces de sécurité pendant les manifestations qui ont éclaté partout au pays. Des exécutions ont été menées en public comme message à ceux qui osaient continuer de résister. Et pourtant, les femmes iraniennes, particulièrement les jeunes femmes iraniennes, ont continué de défier les codes vestimentaires du régime par de grands gestes comme par de petits gestes qui, ensemble, représentent quelque chose d'historiquement significatif. Elles marchent sans hijab en public dans des nombres qui auraient été inimaginables. Il y a 10 ans, elles publient des vidéos même dans les rues, elles refusent d'obéir. Et surtout, la police des mœurs, l'instrument que le régime a utilisé pendant des décennies pour imposer son contrôle social, n'a pas réussi à maintenir le niveau d'application qu'elle avait autrefois. Parce que le coût social de cette application est devenu trop élevé. Parce que trop d'Iraniens, y compris beaucoup, qui ne sont pas des militants politiques, regardent ce que fait la police et perdent le peu de confiance qu'ils avaient encore dans la légitimité du système. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la coïncidence entre ces deux crises, la révolte économique des bazaris et la révolte sociale des femmes et de la jeunesse iranienne, n'est pas une coïncidence du tout. C'est la manifestation d'une seule réalité sous-jacente. La République islamique a perdu le consentement d'une masse critique du peuple iranien. Pas seulement les jeunes, pas seulement les laïcs, pas seulement les professionnels urbains. Elle a perdu les marchands. Elle a perdu des portions importantes de la classe moyenne religieuse. Elle a perdu, et c'est le plus accablant, la confiance de gens qui ont passé toute leur vie à l'intérieur du système, qui croyaient au système, qui ont élevé leurs enfants pour servir le système. Et un gouvernement qui a perdu le consentement n'a plus que deux outils, la force et l'argent. Quand l'argent disparaît, il ne reste que la force. Parlons de ce que cela signifie concrètement. Parce que la réponse du régime à la crise actuelle est elle-même l'un des signes les plus révélateurs de la direction que prend l'Iran.
Dans les mois qui ont suivi les manifestations liées à Amini, le gouvernement iranien a annoncé une série de mesures qui, prises ensemble, dessinent le portrait d'un système qui tente désespérément de colmater un barrage déjà fissuré à trop d'endroits. Les réseaux de caméras de surveillance ont été élargis dans les grandes villes, précisément pour identifier et suivre les femmes qui ne portent pas le hijab. Une nouvelle législation a été proposée afin d'imposer des sanctions encore plus sévères à celles et ceux qui défient le code vestimentaire. Les restrictions sur Internet, déjà parmi les plus sévères au monde, ont été encore resserrées. Les services de réseaux privés virtuels internationaux ont été bloqués et rebloqués dans un jeu numérique du chat et de la souris que le gouvernement est visiblement en train de perdre. En même temps, les gardiens de la Révolution ont intensifié leurs activités économiques. Le corps des gardiens de la Révolution islamique, qui fonctionne à la fois comme force militaire, centre de pouvoir politique et empire économique, contrôle depuis des années des portions importantes de l'économie iranienne à travers un réseau d'entreprises, de contrats de construction et de monopoles d'importation. Face aux difficultés économiques du pays, les gardiens n'ont pas reculé. Ils se sont étendus, obtenant davantage de contrôle sur les ports, les infrastructures énergétiques et les permis d'importation. Ce que cela signifie concrètement, c'est que l'économie iranienne devient plus militarisée, pas moins. L'espace disponible pour les marchands privés pour opérer, commercer et réaliser un profit sans devoir naviguer dans le réseau d'intérêt économique des gardiens de la Révolution se rétrécit. Et les bazaris, qui observent ce processus depuis des années, sont arrivés à une conclusion qui aurait été impensable il y a encore 10 ans. Le système ne les protège plus. Le système est maintenant la menace. Cette prise de conscience est la chose la plus dangereuse qui soit jamais arrivée à la République islamique. Maintenant, prenons du recul. Parce que la crise iranienne n'est pas seulement une histoire iranienne. La République islamique se trouve au centre d'un réseau régional d'influence qui s'étend de la côte méditerranéenne du Liban jusqu'à la côte yéménite de la mer Rouge. Et les pressions internes qui s'accumulent en Iran commencent à déformer ce réseau d'une façon que toute la région ressent. Le Hezbollah, au Liban, traverse sa crise la plus profonde depuis des décennies. La guerre à Gaza et les opérations militaires israéliennes qui ont ciblé la direction du Hezbollah en 2024 ont dévasté une organisation qui luttait déjà contre l'effondrement économique du Liban. Téhéran a dépensé des sommes énormes pour soutenir le Hezbollah au fil des ans. De l'argent au sujet duquel les citoyens iraniens posent maintenant des questions directes. Pourquoi notre gouvernement finance-t-il une armée au Liban alors que nous ne pouvons pas payer les médicaments de nos propres hôpitaux ? Au Yémen, les Houthis, qui reçoivent un soutien financier et technique iranien, ont poursuivi leur campagne d'attaque contre le transport maritime en mer Rouge. Et ces attaques ont créé une victoire temporaire de propagande pour Téhéran, qui a présenté les Houthis comme faisant partie d'un axe de résistance contre la puissance américaine et israélienne. Mais le bénéfice stratégique réel pour l'Iran a été limité. Le coût économique, la pression supplémentaire des sanctions et l'isolement diplomatique ont été bien réels. Et le peuple iranien connaît la différence entre une victoire de propagande et un soulagement économique. En Irak, les milices soutenues par l'Iran subissent une pression croissante à la fois du gouvernement irakien, qui tente de consolider l'autorité de l'État sur les groupes armés, et des opérations militaires américaines. Le réseau que Téhéran a mis des années à construire à travers le territoire irakien ne s'effondre pas, mais il subit un niveau de tension qui n'existait pas il y a 3 ans. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé, parce qu'au milieu de tout cela, quelque chose s'est produit qui a fondamentalement modifié le paysage politique interne de l'Iran, d'une manière qui continue encore de se déployer. Ebrahim Raisi, le président iranien, qui était largement considéré comme un successeur potentiel du guide suprême Ali Khamenei, est mort dans un écrasement d'hélicoptère en mai 2024. Sa mort a été jugée accidentelle, un écrasement dans un terrain montagneux et brumeux du nord-ouest de l'Iran. Et même si l'explication officielle a été acceptée par la plupart des observateurs internationaux, ce qui compte pour notre histoire n'est pas la manière dont Raisi est mort, mais ce que sa mort a révélé sur la situation politique à l'intérieur de l'Iran. Elle a révélé une crise de succession au cœur de la République islamique que personne n'est prêt à résoudre ouvertement. Khamenei a plus de 80 ans.
La question de savoir qui vient après lui, qui dirigera l'autorité religieuse et politique suprême de l'État iranien, est la question la plus lourde de conséquences de la politique iranienne. Et c'est une question à laquelle les factions internes du régime ne peuvent pas répondre sans se déchirer dans le processus. Le corps des gardiens de la révolution islamique a ses candidats préférés, l'establishment clérical traditionnel a les siens, la faction technocratique à l'intérieur du système, les gens qui dirigent le programme nucléaire, l'appareil de politique étrangère et les ministères économiques, a ses préférences. Et aucune de ces factions ne fait suffisamment confiance aux autres pour accepter un processus qui ne garantit pas sa propre position dans ce qui viendra ensuite. Cette paralysie interne, cette incapacité des principales factions du système à coopérer sur la question la plus fondamentale de la continuité politique survient exactement au moment où le système fait face à ses pressions externes les plus graves. L'économie est en crise, les rues sont agitées, les bazars ferment et les hommes au sommet de la République islamique dépensent leur énergie politique à manœuvrer les uns contre les autres plutôt qu'à élaborer une réponse cohérente à tout cela. L'histoire a déjà vu ce schéma, pas seulement en Iran, mais dans tout système politique qui s'est déjà approché de la fin d'un cycle historique. Le factionnalisme interne s'intensifie précisément parce que tout le monde sent que les enjeux sont existentiels, parce que lorsqu'un système commence à se fissurer, la question n'est pas seulement de savoir qui dirige le système, la question est de savoir qui survit à la transition vers ce qui viendra ensuite. Et cette question, en Iran en ce moment, est celle à laquelle personne au pouvoir n'est prêt à répondre honnêtement. Revenons au bazar, parce qu'il s'y est produit tout récemment quelque chose qui a cristalliser tout ce dont nous venons de parler en une seule image qui vaut la peine de garder en tête. Au printemps 2024, les marchands du Grand Bazar de Téhéran, l'un des plus anciens et des plus grands bazars couverts au monde, ont organisé une fermeture coordonnée. Pas une fermeture partielle, pas quelques boutiques fermées en signe de protestation pendant un après-midi, une fermeture systématique et organisée où étal après étal, section après section, se sont éteints le même jour en réponse à une politique gouvernementale précise qui menaçait leurs moyens de subsistance. La politique en question concernait une nouvelle exigence liée au système de paiement électronique et à la déclaration fiscale, que les marchands ont comprise correctement comme une tentative du gouvernement de faire entrer l'économie informelle que représente le bazar sous un contrôle et une taxation plus serrée de l'État. En surface, cela ressemblait à un différend sur les taxes et la technologie, mais en réalité c'était quelque chose de beaucoup plus important. C'était les bazaris de Téhéran qui envoyaient au gouvernement un message qu'ils n'avaient pas envoyé sous cette forme depuis très longtemps. Nous sommes toujours là, nous avons encore du pouvoir et nous n'avons plus peur de l'utiliser. Le gouvernement a partiellement reculé, discrètement, sans reconnaître qu'il avait reculé du tout, comme les gouvernements le font toujours lorsqu'ils réalisent qu'ils sont allés trop loin et qu'ils doivent battre en retraite sans perdre la face. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de ce moment. Le fait que le gouvernement ait reculé n'a pas rassuré les bazaris. Cela les a alarmés, parce que cela leur a confirmé quelque chose qu'ils soupçonnaient sans en avoir la preuve. Cela leur a montré que le régime, malgré toutes ces démonstrations de force et d'autorité, est plus fragile qu'il n'en a l'air. Il peut être soumis à la pression, il peut reculer, et un système que l'on peut pousser à reculer est un système qui ne fonctionne plus à partir d'une position de véritable confiance. Pour les marchands des bazars d'Iran, qui ont passé 45 ans à calculer exactement combien de risques politiques ils peuvent prendre et combien ils doivent accepter, cette prise de conscience change complètement le calcul. Maintenant, considérez ce que le régime tente réellement de gérer simultanément en ce moment. Une économie en effondrement structurel. Une monnaie qui a perdu presque toute sa valeur, des sanctions internationales qui ne montrent aucun signe de levée. Une jeunesse agitée qui a déjà démontré qu'elle descendrait dans les rues et absorberait des pertes importantes plutôt que de se conformer. Une classe marchande qui retire sa coopération historique. Une crise de succession au plus haut niveau de l'autorité politique. Un réseau de forces régionales par procuration plus coûteuse et moins efficace qu'à n'importe quel moment des 2 dernières décennies. Et un appareil militaire et sécuritaire auquel on demande de plus en plus d'assumer des fonctions économiques et politiques pour lesquelles il n'a jamais été conçu.
Voilà à quoi ressemble un régime à court de réponse, pas un seul moment dramatique d'effondrement, pas une révolution dans les rues demain matin, mais une de détérioration lente, lourde et simultanée de tous les mécanismes que le système utilise pour se maintenir. Économiques, sociaux, politiques, institutionnels, tous s'érodent en même temps, plus vite qu'ils ne peuvent être réparés. La question que se posent maintenant les analystes qui étudient l'Iran n'est pas de savoir si la République islamique fait face à une crise existentielle. Cette question a déjà sa réponse. Oui, la question est de savoir quelle forme prendra la résolution de cette crise. Et l'histoire n'offre qu'un nombre limité de possibilités. Une possibilité est la réforme contrôlée. Une faction à l'intérieur du système, sentant le danger, réussit à contourner les tenants de la ligne dure, à ouvrir l'économie, à assouplir les restrictions sociales et à négocier un retour dans la communauté internationale d'une manière qui relâche suffisamment de pression économique pour stabiliser la situation. C'est le scénario que les réformistes à l'intérieur de l'Iran défendent depuis au moins la fin des années 1990. C'est le scénario que des figures comme Mohammad Khatami et Hassan Rouhani ont tenté, de différentes manières, de provoquer. C'est aussi le scénario que les gardiens de la révolution et l'establishment clérical dur ont à chaque fois bloqué avant qu'ils puissent arriver à une conclusion. Une autre possibilité est la succession contrôlée. Khamenei désigne un successeur, les factions se rangent autour de ce successeur, et le système rassemble assez de cohésion institutionnelle pour traverser la transition sans se fracturer. C'est ce vers quoi travaillent les planificateurs du régime. Cela exige un niveau de discipline interne et de coopération factionnelle que la situation actuelle ne semble pas clairement soutenir. Une troisième possibilité est celle que personne à l'intérieur du régime ne veut envisager, mais que l'histoire insiste pour inclure dans toute évaluation honnête. La fracture, un point où les contradictions internes du système, l'échec économique, la résistance sociale, le conflit factionnel et la perte de coopération du bazar s'accumulent à un degré tel que le système ne peut plus les gérer depuis une position d'autorité unifiée. À ce moment-là, ce qui se passe ensuite n'est plus déterminé par les choix du régime, mais par des forces que le régime ne peut plus contrôler. L'Iran s'est déjà trouvé au bord de cette possibilité. En 2009, lorsque le mouvement vert a rempli les rues après une élection contestée, en 2019, lorsque les manifestations contre la hausse du prix du carburant ont explosé pour devenir l'un des épisodes les plus violents de répression interne dans l'histoire de la République, en 2022, lorsque la mort de Mahsa Amini a déclenché le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, qui a ébranlé le régime plus profondément qu'il ne l'a jamais admis publiquement. Chaque fois, le régime a survécu. Chaque fois, il a utilisé assez de force pour réprimer la menace immédiate. Chaque fois, il a réussi à s'acheter plus de temps. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que chaque fois que le régime a survécu par la force, il a aussi payé un prix, pas un prix visible immédiatement, mais un prix qui s'accumule. Chaque protestation écrasée par la violence est une génération qui n'oublie pas. Chaque marchand qui ferme sa boutique et regarde le gouvernement tâtonner dans sa réponse est un pilier du système qui se dessert. Chaque jeune femme qui traverse un marché sans son hijab et ne subit aucune conséquence devient une preuve de concept pour les autres qui regardent. L'autorité du système n'est pas restaurée par chaque répression. Elle est diminuée progressivement, irréversiblement. Et ici, dans les anciens couloirs de pierre des bazars d'Iran, dans les étals fermés et les arches silencieuses, avec les marchands qui font leur compte en devises étrangères, parce que leur propre monnaie est devenue sans valeur, ce prix accumulé arrive maintenant à échéance. Le régime ne va pas tomber demain, soyons précis là. Dessus, la République islamique a démontré une résilience et une brutalité qui exigent le respect de tout analyste honnête. Elle a des ressources, elle a des forces de sécurité loyales, elle a la capacité d'exercer une violence importante et elle a l'avantage d'une opposition divisée, à la fois à l'intérieur de l'Iran et au sein de la diaspora iranienne, qui n'a jamais réussi à s'entendre sur une vision commune de ce qui viendrait après la République. Mais ce qui se passe actuellement dans les bazars d'Iran est quelque chose que la résilience passée du régime ne peut pas simplement absorber avant de passer à autre chose.
Parce que les bazaris ne sont pas des manifestants que l'on peut arrêter, ce ne sont pas des militants que l'on peut exiler, ils sont le système circulatoire économique du pays. Quand ils s'arrêtent, tout s'arrête. Et quand ils s'arrêtent, non pas parce qu'ils sont fermés par le gouvernement, mais parce qu'ils ont choisi de s'arrêter, parce qu'ils ont fait un calcul économique et politique rationnel selon lequel le système ne sert plus leurs intérêts, c'est un signal d'un ordre entièrement différent. Le guide suprême peut déployer les gardiens de la révolution. Il peut bloquer Internet. Il peut arrêter des journalistes, exécuter des militants et nier que quoi que ce soit aille mal. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est forcer le bazar à ouvrir quand les bazaris ont décidé qu'ils devaient rester fermés. Et c'est là que se trouve réellement le pouvoir en Iran, pas dans les mosquées, pas au Parlement, pas dans les silos de missiles des gardiens de la Révolution, mais entre les mains des hommes qui tiennent les mêmes étals depuis des générations et qui commencent maintenant, calmement, délibérément, et en comprenant parfaitement ce qu'ils font, à se retirer. Quelque chose s'embrase dans les bazars d'Iran. Ce n'est pas bruyant. Cela ne ressemble pas à une révolution. Cela n'a pas de chef, pas de drapeau, pas de slogan qui tient sur une bannière. Mais à travers 14 siècles d'histoire iranienne, chaque fois que les marchands ont tourné le dos aux hommes au pouvoir, les hommes au pouvoir ont fini par arriver au bout de la route. Et cette fois, pour la première fois dans l'histoire de la République islamique, le régime n'a plus rien à leur offrir en échange de leur fidélité. Les grilles se ferment, et le silence qui se répand dans ces anciens couloirs de pierre pourrait être le son le plus fort du monde en ce moment.